Bonjour à tous les gones et bienvenue pour cette deuxième édition du Social Gone Show, votre émission consacrée à l'actualité de l'Olympique lyonnais. Et avec moi ce soir pour parler de l'actualité des gones, Alain, rédacteur à Social Gone. Salut Alain. Salut Hugo, salut à tous. Également avec moi Baptiste, étudiant et également rédacteur à Social Gone. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Et également Artus Vaillant qui avait déjà été présent lors de la première émission. Salut Artus. Salut et bonsoir à tous. Alors le Social Gone Show, je rappelle rapidement le concept de l'émission, c'est donc un podcast sur l'actualité de l'Olympique lyonnais pendant environ 50 minutes et vous pouvez retrouver votre émission sur notre chaîne YouTube quelques jours après sa parution. On va commencer tout de suite notre émission en revenant sur la folle semaine de l'Olympique lyonnais, l'OL qui a vraiment vécu une semaine historique en allant s'imposer à City mercredi dernier 2-1 avec des buts de Maxwell Cornet et de Fekir et également une victoire hier soir dans l'Olympico 4-2 au Groupama Stadium face à Marseille. Alain, on a vraiment assisté à une semaine historique du côté de l'Olympique lyonnais. Oui, comme tu dis, mais bon, quant à savoir si le président a eu un impact là-dessus, je pense que, en ce qui me concerne du moins, ça ne fait pas beaucoup de doute. Je ne crois pas du tout aux coïncidences et je ne pense pas que les joueurs se soient réveillés comme ça simplement parce qu'il y a deux grosses affiches, même si ça contribue. Et je pense réellement que oui, le speech du président après le fiasco, le demi-échec du match de Caen a certainement pesé positivement dans les têtes des joueurs. Et puis c'est pas la première fois d'ailleurs, si on se souvient un petit peu les années précédentes. On a eu ce genre de scénario aussi où le président, quand le club commence à connaître un début de crise, est obligé d'intervenir dans le vestiaire pour remettre un peu les points sur les i, et je pense qu'une nouvelle fois ça a fonctionné, et c'est sa grande force d'ailleurs. Ce qui nous amène à nous interroger aussi sur le non-impact malheureusement que peut avoir Genesio sur les joueurs, notamment sur les plus petites affiches. On se souvient des conférences de presse récentes avant les matchs qui sont pleines de promesses de jeu et autres et qui ne se vérifient pas sur le terrain. Donc moi j'ai un petit doute quand même sur l'impact de Genesio, sur la motivation, sur l'implication des joueurs. Et en tout cas sur les petites affiches, ça ne se vérifie pas sur le terrain jusqu'à présent. Alors, peut-être que ça changera à l'avenir, mais pour cette saison, j'ai rien remarqué à ce niveau-là. Donc, clairement, oui, une semaine historique. Je mets quand même des guillemets historiques. Hein. C'est un premier match de poule. Je ne vais pas m'emballer non plus outre mesure. Mais clairement, moi, je pense que JMA a clairement un impact là-dessus. Alors justement, Alain, tu parlais de l'intervention de Jean-Michel Aulas auprès du groupe lyonnais. On se souvient qu'après le match nul à Caen 2-2 samedi dernier, Jean-Michel Aulas est intervenu auprès de son groupe en apportant une nouvelle fois son soutien à Bruno Genesio et en le confortant dans son choix. Baptiste, Jean-Michel Aulas a-t-il eu un impact et a-t-il joué un rôle décisif dans les bons résultats lyonnais cette semaine pour toi ? Forcément, on connaît tous la communication d'Aulas, que ce soit en interne ou face aux médias et les réseaux sociaux. Mais son discours a vraiment, je pense, eu un rôle déterminant parce qu'il a l'expérience de ces grands matchs, à contrario de la majorité du groupe lyonnais qui est très jeune aujourd'hui. Et je pense qu'après cette contre-performance à Caen, son rôle était de remobiliser les troupes et de mettre en confiance les joueurs parce qu'il y a quand même une grande qualité au sein du groupe lyonnais. Artus, ton avis là-dessus, est-ce que pour toi également tu partages le même avis que Baptiste, à savoir que Jean-Michel Aulas a eu un rôle décisif cette semaine au sein des résultats du club lyonnais ? Alors ouais, je suis plutôt d'accord. Après, il y a le mérite qui revient aussi aux joueurs quand même, qui ont livré deux très 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 bonnes prestations, notamment contre City. Et aussi à Genesio qui a eu des choix qui pour une fois ont été payants, en titularisant Cornet qui avait plus joué depuis je crois mars dernier, Diop qui avait plus joué depuis 2 ans je crois. Donc c'est un ensemble en fait et Aulas y a participé.
Alors justement, la Lyon a réalisé vraiment une belle semaine en s'imposant à City 2-1 et donc en battant Marseille hier soir 4-2. On se souvient l'année dernière, Lyon éliminé un jeudi soir à domicile face au CSKA Moscou et Lyon a battu l'OM à Marseille le dimanche qui a suivi. Est-ce que finalement, Alain, pour toi, l'Olympique lyonnais n'est-il pas le meilleur lorsqu'il est dans la tourmente? Oui, enfin, clairement. Mais encore une fois, pour moi, c'est lié aussi à cette situation de crise ou de quasi-crise, sachant qu'en foot, de toute façon, ça va très très vite dans un sens comme dans l'autre, la preuve. Mais oui, je pense que l'OL a toujours été très très bon quand il est au pied du mur. Ça s'est encore vérifié cette fois-ci. Et je pense que Aulas lui-même est très bon aussi quand il faut remobiliser les troupes. Je pense qu'encore une fois, c'est pas non plus une coïncidence. Donc les deux sont liés pour moi. On ne peut pas dissocier la présence ou l'ombre d'Aulas sur les performances de l'équipe et cette faculté à rebondir dès que la situation devient critique. Pour moi, les deux sont intimement liés. Je ne pense pas que les joueurs d'eux-mêmes, comme ça, spontanément, décident de relancer la machine s'il n'y a pas derrière quelqu'un qui les pousse un peu aux fesses pour leur expliquer que la plaisanterie a assez duré et qu'il serait temps de se bouger. Je crois que le poids du président là-dessus, pour moi, il est incontestable. Baptiste, partages-tu la même opinion qu'Alain? Oui, tout à fait. Là, ça a vraiment servi d'électrochoc. Peut-être que Genesio n'est pas capable de le faire. Et dans ce cas-là, on voit l'importance d'un président qui joue un peu aussi le rôle pas directement de directeur sportif qu'on n'a pas à l'OL. Alors maintenant, nous allons revenir plus longuement sur la victoire de l'OL à City et sur cette performance historique pour le club. Donc l'OL s'est imposé mercredi dernier pour ses débuts en Champions League 2-1 à City grâce à Maxwell Cornet et à Nabil Fekir. Bernardo Silva avait marqué pour les Citizens et l'OL avait trouvé le poteau par Memphis Depay. À noter également les autres adversaires dans la poule de l'Olympique lyonnais, à savoir Hoffenheim et Donetsk, ont réalisé un match nul de partout. Alors, première question, messieurs, sur ce match. Avec son 4-4-1-1, Bruno Genesio a-t-il réussi un coup parfait, Artus? Au vu de l'opposition et de la compo alignée, on avait toutes les raisons d'être sceptique. Par exemple, avec Cornet et Diop qui n'avaient pas du tout joué jusque-là. Et finalement, l'équipe elle a livré une très très bonne prestation collective. Et Cornet se sont révélés être de très bons choix. Et du coup, ça prouve aussi une nouvelle fois qu'on peut attendre beaucoup plus de cette équipe. Et que chaque week-end, on devrait voir ce genre de match. Et malheureusement, c'est pas encore le cas. Baptiste, on peut vraiment tirer un coup de chapeau à Bruno Genesio, qui a d'ailleurs remporté le Pépico. Oui, alors pour moi, l'exploit, il n'est pas tant dans le dispositif qu'il a mis en place, puisqu'on l'a déjà, je crois, on l'a déjà vu en place. Mais c'est vrai que le coup de Diop et sortir Touzard, qui est quand même titulaire indiscutable depuis quelques temps maintenant, et de mettre Cornet à droite à la place de Traoré qui avait plus de temps de jeu et qui était sur le départ cet été, c'était vraiment osé. On se demandait même si il faisait ça par dépit et qu'il faisait entre guillemets tourner pour mettre l'équipe type contre Marseille. Et ça a payé parce que Cornet il fait un gros match, Diop il fait un gros match. Donc je pense que personne n'aurait misé un euro avant la rencontre, déjà qu'on gagne, mais aussi que ces deux hommes fassent un grand match face à une équipe de City. Donc grand coup de chapeau à Genesio pour une fois et en espérant que ça se reproduise, que ce soit contre des plus petites équipes comme Dijon ce mercredi ou en Ligue des Champions. On rappelle pour ce match, Bruno Genesio avait décidé d'opter pour un 4-4-1-1 avec donc Anthony Lopez dans les buts, Raphaël en latéral droit, une charnière composée de Marcelo et Jason Denayer, à gauche Ferland Mendy. Dans les milieux récupérateurs, il avait décidé de titulariser Diop aux côtés de Ndombele, à droite Maxwell Cornet, milieu gauche Oussem Aouar, Nabil Fekir en numéro 10 et devant Memphis Depay. Pour toi, Alain, Bruno Genesio a vraiment réussi un coup parfait
face à Pep Guardiola. Oui, le fameux Pepico a tourné en faveur du Lyonnais, clairement. Ce qui est intéressant quand même là-dedans, c'est on l'a encore vérifié hier d'ailleurs dans ce dispositif. Bon, il a très bien marché face à City. Alors je disais tout à l'heure, il fallait mettre des guillemets au qualificatif d'historique parce que c'est jamais qu'un match de poule. Et c'est un très très bon résultat. Pour moi, historique, si vous voulez, c'est plus sortir le Real en 8e. Surtout quand on sait que depuis qu'on les a sortis en 8e, le Real, je crois qu'ils n'ont jamais été sortis de Ligue des Champions. C'est ça. Tout à fait. Donc là, tu mesures vraiment la valeur historique du truc, quoi. Là, c'est une excellente performance, inespérée. C'est un très bon coup de Genesio. Ce qui est terrible dans cette histoire, alors je ne sais pas si c'est une rumeur ou une vraie info, mais j'ai vu passer donc cette info, disons, comme quoi le plan prévu était différent et qu'il y a eu une alerte sur un joueur, je ne sais plus lequel c'est, et qui fait que ça a rebattu un peu les cartes et que finalement les joueurs qui ont joué n'étaient pas forcément ceux qui étaient tous prévus au départ du moins. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Bon, toujours est-il qu'il faut quand même donner crédit à Genesio de cette très bonne performance. Notamment Cornet, très franchement, qui est un petit peu à la cave depuis le début de saison, qui a fait part de son envie malgré tout de partir. Alors, je ne sais pas si on va peut-être en reparler tout à l'heure d'ailleurs, mais je pense qu'il aurait tout intérêt à rester. On en reparlera tout à fait de Maxwell Cornet tout à l'heure. Ok. Et donc sinon, très 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 bon coup, très belle implication de tous les joueurs. Hein. Malgré tout, on a beau parler de Genesio, sans doute en bonne partie à juste titre, mais ce sont les joueurs qui sont sur le terrain malgré tout. Et ils ont montré quand ils étaient à 110% comme mercredi qu'ils étaient capables de tomber les plus grosses équipes, même si on pourra toujours arguer que City n'était pas au top de sa forme non plus, qu'il manquait des joueurs comme De Bruyne et Agüero au coup d'envoi. Et Benjamin Mendy également. Et Mendy, et puis Sané qui est entré en cours de jeu aussi. On a vu d'ailleurs qu'il faisait pas mal de mal sur son aile là-bas. Malgré tout, non, c'est une super performance qui demande qu'à être renouvelée, parce que c'est jamais qu'un match. On a pris les 3 points, on est leader du groupe, c'est très très bien. Va falloir confirmer, c'est toujours plus dur de confirmer dans les coutumes de dire. Donc là, ça va être le cas encore une fois contre le Shakhtar, je crois que c'est le prochain match, et puis ensuite contre Hoffenheim. Donc voilà, moi j'attends de voir. Je ne veux pas trop m'emballer, c'est un super résultat, clairement inespéré, ok, mais attendons de voir la suite. Ça va tellement vite dans un sens comme dans l'autre. L'OL est tellement irrégulier depuis longtemps, j'ai envie de dire. Pas seulement cette saison, mais les saisons précédentes aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, le départ est excellent. Alors justement, Alain, pour appuyer tes propos, d'après l'équipe, Bruno Genesio aurait envisagé de faire débuter Houssem Aouar dans l'axe face à Manchester City, avant qu'une gêne musculaire de Martin Terrier l'incite à placer Houssem Aouar sur le côté gauche. Et donc, Pep Diop a donc fait son apparition au détriment de Martin Terrier. C'est effectivement ce que j'avais vu aussi. Ce qui est un peu curieux quand même, parce que ça aurait voulu dire quoi que Ndombele se serait retrouvé seul en numéro 6. Non, je pense que Ndombele aurait été accompagné de Houssem Aouar au milieu, et Martin Terrier aurait pris la place d'Houssem Aouar sur le côté gauche. D'accord, oui, enfin ça me paraît quand même un peu léger en termes je sais pas, l'absence d'impurcisme m'aurait... c'était culotté en tout cas de le faire à City, de jouer comme ça, même si Ndombele est excellent, sans doute en 6, en tout cas en 8, il est très très bon. Je sais pas, c'était un gros pari, après, tu sais... le foot aussi, il faut un peu de réussite, donc là il y en avait peut-être eu aussi un petit peu au niveau de la composition de départ finalement. De toute façon, moi je pense que l'implication des joueurs aussi, que ça a été Ndombele ou Aouar ou Terrier, je pense que la composante motivation sur un match comme celui-là, elle est majeure, quoi, au-delà des joueurs qui sont alignés. D'ailleurs, Cornet l'a parfaitement montré, il était remonté à bloc, et il a été très bon. Donc, et on sait que Cornet, c'est pas non plus, il n'offre pas des garanties qui sont celles d'un Traoré en termes
en termes techniques, pour ce qui est de contrôle de balle, etc. On sait que Cornet il a quand même un petit peu plus de mal à ce niveau-là. Mais là, au niveau de l'application, il a été très très bon. Bon, alors après, c'est un coup du sort, la compo qui Terrier une alerte. Bon, ma foi, écoute, on prend quand même, hein, on va pas chipoter. Tant mieux pour Genesio, ça nous a souri, tant mieux. Voilà. Après, Alain, pour prendre la défense de Maxwell Cornet, Cornet apporte sûrement plus de garanties défensives, notamment sur son repli défensif qu'un Bertrand Traoré peut-être. C'est vrai, et je pense que Genesio a gardé justement en mémoire les dernières pertes de Traoré à ce niveau-là, qui n'étaient pas très bonnes. Et du coup, oui, clairement, Cornet, eux aussi, je me souviens de l'an dernier, il a eu des matchs aussi où il est passé à travers au niveau défensif. Hein. J'ai l'image d'un match, je ne sais plus lequel, où on le revoit revenir en marchant pour défendre, et puis c'est Fekir qui le supplée un peu au niveau défensif. Mais enfin, globalement, c'est vrai que Traoré, de toute façon, n'avait pas donné de grosses garanties depuis le début de saison à ce niveau-là. Et le fait que Cornet tienne la baraque et réponde présent sur un gros match comme celui-là, c'est vraiment c'est un très bon signe, même globalement pour tout le groupe. Hein. Je trouve que c'est vraiment un bon signal à ce niveau-là. Savoir pour Genesio, savoir qu'il peut compter s'il n'en est pas bien, s'il faut défendre un peu plus, qu'il puisse aligner Cornet, savoir qu'il sera quand même à la hauteur de l'enjeu. Moi, je trouve ça intéressant et savoir effectivement, quand il n'y a pas d'alerte, comme c'est peu le cas visiblement mercredi, mais côté gauche, pouvoir aligner un Aouar ou un Terrier, je pense que c'est quand même vachement intéressant aussi. Je pense que l'effectif globalement, il est très bon cette saison, quoi. Même si on a un peu pesté de ne pas avoir un gros défenseur central tout de suite pendant la période du mercato. À l'arrivée, Denayer tient la baraque. Moi, je suis plutôt satisfait, quoi, pour l'instant du moins. Baptiste, pour toi, la première place du groupe en Ligue des Champions, suite à cette victoire surprise face à Manchester City, est-elle un objectif atteignable ? Oui, c'est toujours atteignable. Quand on tape City chez eux, ça donne de l'espoir. Mais comme le disait très justement Alain juste avant moi, le plus dur, c'est de confirmer. Après, on connaît tous nos problèmes face aux petites équipes, même si Offenheim, on a vu qu'ils étaient capables de faire de belles performances. Va falloir confirmer à l'extérieur à Offenheim et au Shakhtar. Et n'oublions pas que le prochain match, on reçoit chez nous, sera à huis clos. Donc on n'est pas habitué à ce genre de... Face au Shakhtar. Face au Shakhtar, ouais. Donc le Shakhtar, on sont plus habitués parce que souvent pour des raisons politiques, leurs matchs sont délocalisés, sont parfois à huis clos. Donc ils ont plus l'habitude. D'ailleurs, Baptiste, on l'a bien vu cette semaine avec Marseille qui a joué à huis clos en recevant Francfort et qui a perdu 2-1. Voilà, c'est pas évident de jouer un match à huis clos, Baptiste. Voilà, c'est toujours compliqué. Donc on se retrouve entre guillemets avec plus que 2 matchs à domicile. Donc va pas falloir déconner. Et si on fait le nécessaire et notamment sur le match retour contre City à la maison, avec le public qui poussera, oui, c'est envisageable. Mais prenons les matchs un par un et on en reparlera au mois de décembre. Artus, pour toi, la première place du groupe est-elle un objectif atteignable pour les Gaunes ? Alors c'est un objectif forcément après atteignable, parce qu'il ne faut pas s'enflammer, surtout pas. Parce que malgré la victoire à City, il n'y a rien qui est joué pour la qualification. On a face à nous 3 équipes qui sont quand même très joueuses. Et du coup, il ne faudra surtout pas les sous-estimer. Artus, je crois que tu connais un petit peu bien le club d'Offenheim et plus particulièrement l'entraîneur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce club et de cet entraîneur qui est finalement assez jeune ? Ouais, alors Offenheim, c'est une équipe qui est très bien rodée collectivement et qui est très joueuse. Elle s'appuie sur de jeunes joueurs talentueux comme Grilic qui a marqué contre le Shakhtar, Bittencourt, Joelinton et aussi pour l'anecdote, Fred Hill qui a signé cet été à Offenheim. À domicile, ils sont très costauds. Il y a une stat qui en dit long sur leur potentiel à domicile, c'est qu'en 2 ans, ils n'ont connu que 2 défaites chez eux. Et le principal danger offensif d'Offenheim sera Sazley, le Hongrois, qui a déjà inscrit 3 buts en 4 rencontres de championnat. Et pour ce qui est du schéma, Nagelsmann change assez souvent, il adapte souvent son équipe par rapport à l'adversaire. Mais la plupart du temps, l'équipe joue avec 3 défenseurs centraux. Pour toi, Alain, l'Offenheim ou le Shakhtar, c'est des adversaires
adversaires que Lyon peut dominer ou Lyon doit les craindre et voilà, un retournement de situation, une éventuelle 4e voire 3e place est quand même un scénario possible? Non, enfin, du moins pour ce qui est de la 4e place, j'ose pas croire qu'après avoir commencé par une victoire à City, on se retrouve 4e. Enfin, ce serait une dégringolade terrible, sachant quand j'ai regardé un petit peu les 2 précédentes éditions de la Ligue des Champions, avec 10 points, t'es qualifié, en gros, pour les 8e. Il y a vraiment 10 points, c'est un peu la ligne de flottaison entre le passage en 8e et le passage, le fait d'être reversé en Ligue Europa, quoi. Je crois qu'il y a eu 2 cas sur les 2 dernières saisons de 2 clubs qui se sont qualifiés avec seulement 9 points. Et globalement, si on arrive à 10 points, on est quasi sûr d'être en 8e. Donc, on en a déjà 3. Ça veut dire qu'il en reste 7 à prendre. Tu vas recevoir tout le monde encore. Donc, oui. Donc, ça fait 9 points à prendre. On peut craindre quand même un petit côté revanchard de City quand ils se déplaceront au Groupama, ça c'est pas exclu, parce que je pense qu'ils auront quand même en tête la petite claque qu'ils ont prise mercredi. Maintenant, non, l'objectif est clairement possible. Je pense plus en termes d'objectif de qualif. Pour ce qui est de la première place, très franchement, je suis pas certain que ce soit dans l'intérêt du club même de fixer cet objectif-là. L'objectif c'est clairement d'accéder au 8e. Si on est à la première place en plus, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Mais clairement l'objectif c'est d'abord la qualif, quoi. Et là le piège c'est justement de consciemment ou inconsciemment de se reposer un peu sur cette victoire à City et de peut-être appréhender les matchs qui vont venir de manière un peu moins sérieuse ou un peu plus embêtante, en se disant que voilà, on a 3 points, les autres clients sont un peu moins gros que City et que ça va se passer un peu plus facilement. Et ça c'est le gros piège à mon avis, surtout pour un club comme l'OL qui nous habitue à beaucoup d'irrégularité, quoi. Donc les stats étaient intéressantes là sur Hoffenheim d'ailleurs. Ça prouve qu'il ne faudra pas les prendre à la légère. Et puis de toute façon, souvenons-nous du dernier passage de l'OL en Ligue des Champions. On avait un groupe facile à la base. C'était Valence, le Zénith et puis la Gantoise. On a fini 4e. Alors, l'avant-dernier parcours de Lyon en Champions League, le dernier, il y avait la Juve, Séville et un dernier Zagreb. Voilà, c'est ça. C'était l'avant-dernier du coup. D'accord. Bon, en tout cas, celui-là, il m'est resté en tête. Ah bah, tu dois pas être le seul à mon avis. Ouais, voilà. Donc quand tu es 4e d'un groupe comme celui-là, ça incite quand même pas mal à la prudence dans les années qui suivent. Enfin, je pense que tout le monde l'aura en tête de toute façon et de pas prendre ces matchs contre Hoffenheim et contre le Shakhtar de manière trop légère. Donc pour moi l'objectif c'est la qualif, quoi. La première place c'est vraiment le bonus. Voilà, essayons d'aller chercher ces 10 points qui nous qualifieraient quasi assurément. Voilà, le reste c'est du bonus, quoi. Alors justement là, tu avais fait un calcul et tu parlais d'une dizaine de points qu'il fallait obtenir. En C1, il est possible de marquer 12 points en 6 matchs et de se faire éliminer. C'est rare, mais ça arrive. Telle a été la mésaventure qu'ont vécu le Paris Saint-Germain en 97 et le Napoli en 2013. Donc voilà, même avec 12 points, des clubs peuvent être éliminés. C'est quand même dingue. J'ai aux 2 dernières éditions. J'ai regardé seulement 2016-2017 et 2017-2018. J'ai pas vu ce cas-là. Alors effectivement, peut-être comme tu le dis que 12 points, ça voudrait dire que les autres cartonnent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de match nul quasiment. Et là, ils ont commencé avec un match nul, les 2 autres. Oui, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, ça veut dire que tout le monde cartonne. Il n'y a pas de partage des points ou très peu pour arriver à 12. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Donc là, on s'en éloigne un petit peu du profil là, que tu évoques. Malgré tout, oui, de toute façon, ça incite d'autant plus à la prudence que voilà. Enfin, moi, j'étais parti sur l'idée de 10 points, mais si on arrive à 12 avec City dans le groupe, on sera bien, je pense. Je pense pas qu'on sera éliminé avec entre 10 et 12 points. J'y crois pas du tout, quoi. Et puis Baptiste, on imagine mal Manchester City perdre de nouveau chez lui face à Hoffenheim et également face à Donetsk. Ça peut être double tranchant. Donc ça peut être un City vexé qui
s'est fait battre par Lyon à domicile et qui doit être revanchard lors de ses prochains matchs en Ligue des Champions chez eux. Mais ça peut aussi, la performance de Lyon, avoir donné des idées au Shakhtar et à Hoffenheim, quoi. Et qui se disent, en fait, si Lyon les a battus chez eux, c'est que c'est possible. Donc, mais en restant le plus objectif possible, c'est vrai qu'on voit mal City de nouveau s'incliner en Ligue des Champions chez eux durant cette campagne. Un joueur a réalisé une grande performance à City. Il s'agit de l'Ivoirien Maxwell Cornet qui a marqué un but en première période. Maxwell Cornet a vécu une intersaison assez compliquée. Le joueur voulait quitter l'OL pour rejoindre Wolfsburg, si mes souvenirs sont bons. Mais la blessure d'Amine Gouiri a fait capoter ses plans. Et donc l'Ivoirien est resté cette saison à l'OL. Pour toi, Artus, Maxwell Cornet doit-il prolonger ? Surtout s'il y a une grosse offre, ce serait bénéfique pour les deux qui partent parce qu'ils rentrent plus forcément dans les plans du coach. Si jamais il y a une autre offre de 20 millions par exemple qui arrive pour Olas, je pense qu'il devra l'accepter. Baptiste, pour toi, Maxwell Cornet doit-il prolonger à Lyon alors que voilà, ses dernières prestations sur le maillot lyonnais sont plutôt convaincantes ? Oui, alors il a fait juste une grosse prestation face à City, même si c'est pas n'importe quelle équipe. Je pense il n'y aurait pas eu, avant ce match de City, tous les observateurs de l'OL étaient prêts à dire qu'il fallait vendre Maxwell Cornet, surtout quand Wolfsburg a mis 20 millions sur la table. Moi, je reste toujours d'avis que Maxwell Cornet, il faut qu'il parte s'il y a une grosse offre à la même hauteur que celle de Wolfsburg cet été et qu'on peut trouver un joueur équivalent, voire un joueur de meilleur niveau. Donc pour toi, Baptiste, son grand match face à City ne te fait pas changer d'avis. Tu restes sur ta position et pour toi, Maxwell Cornet doit quitter l'OL. À moins qu'il confirme, mais ces derniers temps, il y a quand même plus de négatifs que de positifs dans son jeu lorsqu'il a pu s'exprimer. Donc si on trouve un remplaçant à niveau comme Nicolas Pepe qui est annoncé cet été, on voit en ce moment qu'il fait des grandes performances du côté de Lille et que ce joueur a vraiment un potentiel. Je pense que Maxwell Cornet à l'OL, c'est peut-être la fin. On voit qu'il n'a pas voulu, il a refusé la prolongation de contrat qui lui a été faite juste après le match de City. Donc je pense pas qu'il ait un avenir à moyen terme entre Rennes et Sol. Un autre joueur s'est démarqué lors de ce match, Alain, c'est l'Espagnol Diop. Pour toi, Alain, est-ce que Diop a devancé Lucas Touzard dans la hiérarchie ? Est-ce que Diop peut s'imposer en tant que titulaire ? Oui, je pense qu'il peut s'imposer comme titulaire. Devancer Touzard, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, sachant que son deuxième match d'affilée, son deuxième match en 4 jours contre Marseille n'a pas été top. On l'a vu hier. Donc je pense que c'était un peu rapide pour lui sans doute d'enchaîner comme ça 2 gros matchs en 4 jours, sachant qu'il joue qu'il joue jamais, quoi. On l'a pas vu l'année dernière quasiment, ce pauvre Diop. Donc là ça va un peu vite pour lui. Je pense que c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'hier il a marqué le pas. Il est coupable sur le premier but marseillais. Il perd le ballon juste là où il faut pas, là dans l'axe devant la défense. Mais bon, personnellement, je lui en tiens pas rigueur plus que ça. Je pense que c'est vraiment l'enchaînement de grosses affiches comme ça qui a pu aussi peser sur. Il n'a peut-être pas aussi le coffre encore pour enchaîner des matchs comme cela. Pour autant, ce qu'il a montré à City était quand même très intéressant, je trouve. Et oui, il n'est pas exclu qu'il ait clairement le potentiel pour devenir titulaire à part entière au poste de numéro 6 devant Touzard qui marque un peu le pas et je lui trouve pas une marge de progression non plus faramineuse quoi, sur ce qu'on a vu ces derniers temps. Depuis qu'il est arrivé à l'OL, je trouve qu'il se maintient. Je trouve pas qu'il baisse de niveau non plus, ça non. Mais je trouve pas non plus qu'il y ait une progression extraordinaire qui fasse penser qu'il est titulaire indiscutable et qu'il faut surtout pas le retirer du 11 de départ comme ça pouvait être le cas de jadis d'un Darder par exemple. Darder c'est encore différent, mais je pensais plus à un Toulalan, tu vois, un type vraiment qui paraît indéboulonnable, voire même un Gonalon, même s'il a ses hauts et ses bas, c'est quand même un taulier. Touzard, je pense pas qu'il en soit là. Bon, il est plus jeune aussi, mais Diop me paraît légitime, au moins dans une
une alternance, une rotation avec Touzard tout au long de la saison là, qui arrive, qu'on a cette saison-là. Donc voilà, c'est un peu tôt pour dire qu'il va se remplacer Touzard en 6 titulaire, mais je pense qu'il a le potentiel. Mais bon, maintenant il y a le potentiel, puis il y a ce qu'on voit sur l'enchaînement des matchs. Ce sera à vérifier. Je veux juste faire petite parenthèse sur Cornet, parce que vous en avez parlé juste avant. Je vais aller un peu à contre-courant de mes 2 collègues. Moi, je suis pas chaud pour qu'il parte cet hiver, en fait. Et Dieu sait que je suis pas un fan de Cornet depuis toujours. Mais je trouve que ce serait une erreur de le laisser partir cet hiver sans... en allant chercher peut-être un autre joueur à sa place. Alors Pépé, j'y crois pas des masses, très franchement. S'il n'a pas voulu venir cet été, je vois pas pourquoi il viendrait cet hiver. Surtout que Lille carbure pas trop mal en début de saison. Ils sont 3e, Lille. Ouais, voilà, ils sont sur le podium. Donc ça marche très bien pour eux. À voir après si Pépé estime que, on a le temps, le classement a le temps de changer d'ici le mois de décembre. Hein. Donc il peut encore se passer pas mal de choses. Si jamais Pépé envoyait des signes comme quoi il serait finalement intéressé pour venir à l'OL cet hiver, à ce moment-là, pourquoi pas. Mais il faudrait quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, oui, je pensais à lui, mais quelqu'un d'autre. Mais il faudrait vraiment pour le coup un signe fort et pas une histoire à la Ruben Dias où tu te retrouves le bec dans l'eau à la dernière minute parce que finalement le type il vient pas et que t'as pas de solution de repli. En l'absence de certitude de ce coup-là, moi Cornet, s'il reste à l'OL toute la saison, franchement ça me dérange pas. Je regardais son contrat là, qui court jusqu'en 2021 apparemment, donc je vois pas non plus l'urgence de le prolonger avant l'hiver. Enfin, pour moi, c'était pas un truc absolument. Il n'y a pas une urgence à ce niveau-là, quoi. Lui, il a fait valoir son envie de partir, mais bon, s'il arrive à faire des bouts de match en alternance avec Traoré, comme ce qu'il a montré à City, très franchement, moi, je suis pas pressé pour le laisser partir. Hein. Si ce type fait les efforts, c'est une expression qui aime bien utiliser Genesio, c'est pour ça qu'il l'aime bien d'ailleurs. Donc voilà, il faudrait vraiment une solution béton et sûre à 100% cet hiver pour, à mon avis, laisser filer Cornet, quoi. Wolfsburg ou Séville là, qui s'était présenté cet été pour le recruter, à voir s'ils sont prêts à remettre, ou d'autres, hein, s'ils sont prêts à mettre effectivement 20 millions ou plus. Il y a peut-être moyen de gratter encore quelques millions là, s'ils renouvellent des performances comme celle de City, ça c'est clair. Mais voilà, moi ma crainte, si vous voulez, c'est plus d'aller chercher un joueur qui ne connaît pas le club, qui sera nouveau, il faudra qu'il prenne ses marques, etc. Bon, Cornet, il connaît la maison quand même maintenant. Alors c'est pas un top joueur techniquement, ça c'est clair. Mais cet hiver-là, aller chercher le laisser partir lui, après avoir laissé partir Mariano. Après, il y a Martin Terrier qui est arrivé au club cet été et qui pour l'instant ne joue pas beaucoup à l'OL. Oui. Mais je sais pas s'il est plus côté gauche que côté droit, lui, parce qu'on le voit jamais à droite. Donc je sais pas à Strasbourg où il jouait. Mais ouais, pourquoi pas, ça pourrait être une solution, mais je sais pas. Enfin, vraiment, je suis pas. Voilà, si Cornet reste cet hiver, moi, j'en ferai pas des cauchemars la nuit. Autre résultat fort de la semaine, la victoire de l'OL face à Marseille dans l'Olympico, 4-2 avec des buts d'Oussem Aouar et un doublé de Bertrand Traoré, un but sur penalty de Nabil Fekir. Pour toi, Baptiste, Lyon a-t-il réalisé son match référence en Ligue 1 cette saison ? Sur le score, oui. Sur le fond, moyennement, parce que entre nous, c'était pas un Marseille des grands soirs qu'on a vu hier, je trouve. Il réalise une bonne première mi-temps, mais après en deuxième mi-temps, c'est faible. Beaucoup d'erreurs techniques et qui nous offrent notamment les buts, avec quand même un effectif marseillais qui avait tourné, notamment en défense centrale où Khalid Tachar effectue son deuxième match et Luis Gustavo qui est redescendu en défense centrale. Mais oui, du côté OL, il y avait du fond. Ils ont surfé sur la lignée de la victoire en milieu de semaine. Et oui, si on continue comme ça, qu'on confirme dès mercredi, ce sera bon signe et on pourra dire que ce match était un match référence. Pour toi, Arthus, est-ce qu'on peut parler de match référence après cette victoire lyonnaise 4-2 face à l'OM ? Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Baptiste en fait. On n'a pas vu un très très grand match de Lyon, donc match référence ça me paraît un peu gros. Mais si la dynamique continue, ce ne sera pas un match référence, mais une semaine plutôt référence, je pense. Alain, partages-tu le même avis que nos deux collègues ? Ouais,
globalement, clairement, c'est pas un match référence pour moi non plus. La première mi-temps, la première période, je l'ai trouvé pas terrible quand même, franchement, du côté de l'OL. Donc ça a rigolé ensuite en deuxième période, tant mieux. Je dirais plus que c'est un résultat référence, plus qu'un match référence, parce que tu tapes un rival direct pour le podium. Et ça, c'est quand même très très bon pour la confiance. Et pour les matchs qui viennent, pour l'enchaînement éventuellement des bons résultats. Mais sur le contenu du match lui-même, la deuxième période était quand même beaucoup plus intéressante, mais c'est vrai que globalement, on va peut-être parler, je sais pas si on a le temps de parler du cas Memphis aussi d'ailleurs, c'est quand même 2 matchs de... On en reparlera tout à fait du cas Memphis, c'est prévu. Donc voilà, non, moi je m'emballe pas du tout par rapport au contenu du match, j'ai pas été complètement séduit, notamment par la première période. La deuxième, effectivement, on a fait ce qu'on sait très bien faire, c'est-à-dire planter des buts là, sur les contres, etc. Au niveau offensif, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais sur le contenu global du match, les Marseillais ont quand même beaucoup eu le ballon. C'est d'ailleurs ce qui leur a coûté un meilleur résultat. Ils n'ont pas compris en fait que contre nous, il vaut mieux nous laisser nous débrouiller avec le ballon, quoi. Si les mecs devant commencent à vouloir faire le jeu, si on les prend en compte, c'est fini, quoi. Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est un peu la patte Genesio, ça, hein, quand même. C'est son plan de jeu type, quoi. C'est ce que j'expliquais dans un article il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que à partir du moment où l'équipe adverse est suffisamment costaud pour faire le jeu qu'elle est joueur pour, mais pour peu qu'elle soit en manque de réussite, ce qui est un peu le cas aussi de Marseille, ou en manque d'inspiration contre nous, si on arrive à planter quelques comptes, quelques flèches, ça se complique quand même grandement pour l'adversaire. On sait que nous, on galère contre les équipes qui sont repliées derrière. Bon, après, c'est pas le jeu de Marseille de rester replié derrière, hein, non plus, donc c'est difficile aussi de jouer contre nature. Donc ça nous a souri, mais bon, voilà. Sur le contenu, très franchement, sur le match d'hier, très bon résultat, mais sur le contenu, sans plus. D'ailleurs, quelques stats pour appuyer cette domination lyonnaise face aux Marseillais. L'OL n'a plus perdu face à Marseille depuis 2014, et oui, ça fait quelques années maintenant. Et Bruno Genesio, en 6 confrontations face à Marseille, n'a jamais connu la défaite également. 4 victoires et 2 matchs nuls. Ce sont vraiment des stats, Baptiste, qui impressionnent côté lyonnais. Ah oui, non, mais c'est sûr. Je pense que contrairement à Marseille qui ont du mal pendant les grands matchs, nous, on sait répondre présent, notamment contre Marseille. Et c'est ce qui nous a sauvé la saison dernière avec des bons scores contre Monaco, Paris et Saint-Etienne, donc des équipes importantes de notre championnat. Je pense qu'il faut continuer comme ça, et c'est comme ça qu'on engrange la confiance, et que derrière, on finit sur le podium de Ligue 1, contrairement à Marseille la saison dernière. Alors, avec ses victoires à City et contre Marseille, Artus, l'OL a-t-il lancé sa saison ? Alors oui, parce qu'on enchaîne encore des victoires, mais après, pour que ça soit vraiment, on ait vraiment lancé notre saison, on doit confirmer face à Dijon, et comme c'est une équipe qui ne réussit pas forcément, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vraiment un match qui va déterminer si on a des vraiment. Alain, pour toi, Lyon a-t-il lancé sa saison avec ses victoires prestigieuses face à City et l'OM ? Il faut l'espérer. Si après avoir battu City chez eux et Marseille, même si ça devient effectivement un peu une habitude, si avec ça tu lances pas ta saison, si imaginons qu'on se replante là, je crois que c'est Dijon qui arrive. C'est Dijon mercredi à 19h à Dijon et la réception de Nantes samedi à 20h au Groupama Stadium. Ouais, Dijon qui a fait un bon début de saison, qui marque un peu le pas là, mais bon, méfiance quand même. Si on prend ce match à la légère, comme ça a été le cas de précédents matchs, attention au retour de bâton, quoi. Normalement, oui, la saison est lancée. Je pense que les joueurs ont compris que ce qu'ils avaient à faire maintenant, même contre les petites équipes, ils ont quand même vu la différence d'implication qu'ils y mettaient aussi, hein, contre les gros et contre les petites équipes. Donc Dijon, ça doit être une formalité dans l'absolu. Après, maintenant, le foot, c'est pas une science exacte, comme j'ai coutume de dire, donc j'attends de voir. Mais normalement, la saison est lancée. Ça veut dire que d'ici Noël, d'ici la trêve, on doit être deuxième ou troisième au pire, quoi. Voilà. Donc là, on est cinquième, je crois, ou sixième. Il y a largement le temps de grignoter encore quelques places et de finir la saison, la demi-saison, pardon, à Noël avant. Derrière le PSG. Alors le PSG est parti parce qu'il carbure, il n'y a rien à faire. Mais
malheureusement. Mais il y a moyen de finir deuxième, si on n'est pas au pire troisième à Noël. Pour moi, il y a un problème. Voilà. Pour l'instant, l'OL est 5e à égalité de points avec le 4e Marseille. C'est juste la différence de but qui est pour l'instant favorable aux Marseillais. Un joueur s'est illustré hier soir en marquant un but. C'est Houssem Aouar qui avait connu un début de saison assez compliqué mais qui s'était bien relancé avec les espoirs, notamment durant la dernière trêve internationale en inscrivant un doublé. Baptiste, pour toi, Houssem Aouar a-t-il réalisé une prestation à le rendre titulaire ? Au-delà de sa prestation, je pense que Houssem Aouar a une place de titulaire dans le 11 lyonnais. Alors là, sur le flanc gauche, c'est pas sa place, son poste de prédilection. Mais on voit qu'offensivement, il apporte beaucoup, presque plus que défensivement lorsqu'il joue au milieu avec notamment Ndombele. Je pense que oui, il a sa place dans le 11 titulaire. Il sera en concurrence avec Terrier notamment et Memphis sur la gauche, mais si Genesio garde ce système tactique là pendant quelques matchs, on voit que Memphis joue dans l'axe. Après, pour combien de temps, suite à sa prestation d'hier, je ne sais pas. Est-ce que Dembélé, suite à sa bonne rentrée, je trouve, va avoir une place de titulaire. Mais en tout cas, si on en reste comme ça, que ce soit à gauche, même au milieu, avoir tout à fait une place de titulaire. C'est un jeune espoir français, il fait une bonne saison l'année dernière. Je vois pas pourquoi il irait sur le banc pour les prochaines rencontres. Alain, partages-tu le même avis que Baptiste ? Oui. Bon, Aouar, il cache pas non plus derrière son petit doigt. Je l'ai entendu l'autre jour qui disait qu'il savait pertinemment que son début de saison était en dents de scie. Ouais, voilà, il n'était pas au top encore. Là, il a été très bon. Contre Marseille. Moi, je pense qu'il peut être titulaire. Tout dépend après du dispositif que choisit Genesio. Si on reste sur ce 4-4-1-1, est-ce qu'on peut envisager un jour un retour au 4-4-2 ? Ça ne reprend pas le chemin, mais sait-on jamais. Ou le 4-3-4-2. 4-2-3-1, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, ça va dépendre aussi du dispositif. Moi, j'aime bien Terrier, donc si Terrier joue des bouts de match, ça me dérangera pas plus que ça. Je pense qu'il a beaucoup de bagages, ce garçon. Donc j'aimerais le voir aussi un peu plus, si possible. Voilà, mais Aouar, oui, dans l'absolu, il a une place de titulaire à côté de Ndombele. Après, je sais pas quelle est la place idéale d'Aouar. Très franchement, je me pose encore la question. Est-ce que c'est numéro 10 ? Est-ce que c'est numéro 8 ? Probablement qu'il préfère être plus dans l'axe qu'excentré. Alors, il me semble qu'il l'avait déclaré dans les médias, il me semble que c'est au poste de numéro 8. Hein. Arthus, si je dis pas de bêtises, toi qui connais bien Houssem Aouar, c'est vraiment en tant que numéro 8 qu'il s'éclate le plus ? C'est en tout cas là où il est le meilleur. Et, j'aimerais beaucoup le voir dans un losange pour le côté gauche ou droit parce que je pense qu'il pourra faire vraiment beaucoup de dégâts et exploiter vraiment tout son potentiel à ce poste-là. D'accord. Bon, enfin, le losange, je serais pas contre le retour du losange, mais bon, pour l'instant, c'est pas l'option qui a retenu Genesio. Ça reviendra peut-être, hein, comme l'an dernier, ça nous avait très bien réussi. Donc voilà pour ce qui est d'Aouar. Alors, un autre cas à Lyon pose débat, c'est le poste de l'attaque. Qui de Memphis ou de Moussa Dembélé, la dernière recrue en date, devrait être titulaire pour toi, Alain ? Je ne serais pas contre l'idée de laisser sa chance à Dembélé. C'est vrai que Memphis, là, ça fait 2-3 matchs qu'il est en dedans. Il a encore raté une énorme occasion hier. Il avait une balle de 2-0 et il l'a raté. Incroyable. C'est-à-dire, c'est Memphis, quoi. Enfin, pas tomber dans les caricatures, mais le mec va te mettre des buts de nulle part que personne ne va mettre. D'ailleurs, son but de l'an dernier à Marseille, la tête retournée, le truc, c'est un coup de génie. Pour moi, c'est un coup de génie, cette tête-là. C'est totalement improbable comme but. Voilà, c'est du Memphis, il va la mettre. Et hier, il a un but qui est fait à 80-90% et ça passe, il la met à côté, quoi. Donc, c'est pas dans sa tête ce qui se passe. Moi, peut-être sur une affiche comme Dijon là qui se profile, donner sa chance à Dembélé. Sur l'entrée Dembélé, j'entendais que c'est Baptiste qui disait qu'il fait une entrée plutôt intéressante hier.
pas trop mauvaise. Moi, je suis resté un peu sur ma faim. Alors après, je suis peut-être un peu trop exigeant parce que le gars vient d'arriver, donc on va attendre un petit peu quand même. Mais sur les basiques, sur les fondamentaux, comme disent au rugby du foot, genre prise de balle, genre remise des trucs comme ça. Ce qu'a montré Dembélé hier, j'ai pas été. Ça m'a pas transporté de joueur. Bon, après, je suis peut-être un peu trop exigeant aussi, on va lui laisser un peu de temps. Mais sur un match comme Dijon, sans les prendre à la légère, parce que c'est le piège lyonnais par excellence, mais Dembélé pourrait tout à fait commencer le match de Dijon, par exemple, ça me choquerait pas. Quoi. Baptiste, tu souhaites intervenir sur ce sujet ? Oui, non, pour rebondir sur ce que dit Alain, Dembélé, il n'a pas eu beaucoup de temps pour s'exprimer hier soir, mais c'est le dernier but, ça vient du côté droit et le jeu avec Traoré se fait, ou l'avant-dernier but, pardon, se fait, je sais plus, se fait... Le troisième. Se fait avec Moussa Dembélé. Alors oui, c'est un joueur différent de Mariano, mais pour en revenir sur Memphis, voilà, comme le disait très bien Alain, Memphis est du Memphis. Quand on veut redevenir un grand club sur la scène européenne, il faut des fois on a des joueurs qui ont leur caractère, qui ont leur tempérament. Je pense notamment, j'aime bien comparer à, pas dans le jeu, mais dans le comportement à Mario Balotelli, quoi. Donc il est capable du meilleur comme du pire, et Memphis, il peut faire un gros match et derrière avoir une dizaine de 3-4 matchs. Quoi. Memphis, c'est un joueur imprévisible, il est vraiment capable à n'importe quel moment de te sortir une frappe en pleine lucarne, et c'est un genre de joueur pour qui on va voir les matchs. Mais c'est vrai que Moussa Dembélé, qui a coûté 22 millions d'euros et qui est arrivé le 31 août, le dernier jour du mercato, c'est vrai qu'au bout d'un moment, va falloir quand même lui donner sa chance, Arthus. Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, mais j'aimerais bien les voir dans un losange, les deux associés. J'ai trouvé Memphis beaucoup trop seul face à Marseille et à City, et du coup l'associé à Dembélé, ça pourrait être bénéfique pour les deux, et je pense qu'ils pourraient bien se trouver et être complémentaires. T'as trouvé Memphis un peu esselé sur ces deux derniers matchs ? Ah bah carrément, oui. Il a pas j'ai pas les stats, mais je pense qu'il a pas touché beaucoup plus de 10 ballons sur les deux matchs. Un joueur a été aligné hier au détriment de Raphaël au poste de latéral droit, c'est Léo Dubois. Pour toi, Alain, notamment sur cette concurrence à 3 entre Kenny Tété, Raphaël et Léo Dubois, est-ce que l'ancien joueur nantais, l'ancien capitaine nantais d'ailleurs, a-t-il gagné des points hier avec sa prestation ? Est-ce qu'il a gagné des points ? Je trouve pas qu'il en ait perdu. Après, ce qu'il en a gagné, moi, non, je dirais non, quoi. Enfin, voilà, je sais que Raphaël est capable d'apporter offensivement bien plus que ce que montre Dubois pour l'instant. Donc, c'est vrai que sur un match de contre rapide comme ça, Raphaël aurait peut-être été plus intéressant, même si je comprends tout à fait qu'il n'ait pas commencé parce qu'il était un peu cramé après le match de City. Donc pas de problème pour faire jouer Dubois. Moi j'aurais aimé voir Ted quand même un peu, parce que ce pauvre garçon là on ne le voit plus du tout. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait Genesio. Ça me paraît un peu curieux comme gestion, quoi. Autant, déjà le recrutement est curieux. Le recrutement lui-même de Léo Dubois est assez difficile à lire. Oui, non, mais c'est-à-dire que si c'est toujours pareil. Si t'es pas certain de savoir ce que tu veux pendant la période du mercato, abstiens-toi de recruter. Enfin, c'est facile à dire comme ça, mais si Raphaël devait être vendu, fallait le vendre. Et finalement, ils se sont rendus compte que lui, il avait très envie de rester, donc ils allaient peut-être le garder. Finalement, bon, ok. Mais voilà, tu te retrouves avec trois joueurs pour un poste qui ont chacun leur qualité. Je pense que Dubois, pour moi, c'est un peu un mix, quoi. C'est un peu un truc intermédiaire entre Ted qui est plus défensif et Raphaël qui est plus offensif. Dubois, il apporte un petit peu, mais bon, il déborde pas comme le fait un Raphaël, clairement, quoi. Moi, je trouve Raphaël plus intéressant offensivement. Voilà, donc est-ce que Dubois a gagné des points ? Je dirais non, il n'en a pas perdu non plus, quoi. J'attends de voir, on est encore au début de saison, j'attends d'en voir un peu plus, quoi, si tu veux, pour l'instant. Juste une petite parenthèse sur Memphis. Ce qui est intéressant aussi par rapport à l'an dernier, c'est qu'on carbure en fin de saison dernière avec une victoire en 10 matchs, les chiffres en tête, avec le 4-4-2. Memphis, effectivement, c'est un 4-4-2, donc ils sont deux devant. Donc je rejoins aussi un peu Arthus là-dessus. Memphis, il est très seul devant. Et je pense que c'est un joueur qui aime aussi combiner.
Il est doué aussi il est meilleur quand même quand il fait les petites passes qui vont bien que quand il essaye de franchir tout seul un mur défensif. Donc il serait peut-être plus intéressant Memphis sur un 4-4-2 que sur tout seul devant, quoi. Ça faudrait peut-être aussi que Genesio se pose la question. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire. Rapidement, Baptiste, car on est pris par le temps, quel système tactique adopter pour les prochains matchs du côté de l'OL? Est-ce que pour toi, Baptiste, le 4-4-1-1 est-il la bonne solution? Après, c'est toujours la même chose, ça dépend des adversaires, mais pour l'instant, ça marche. L'OL a quand même tendance à changer plusieurs fois de système tactique dans la saison, donc pour l'instant, le 4-4-1-1 marche. Autant rester comme ça et jusqu'à temps que ça marche plus, même si personne ne le souhaite. Alain, si je devais te demander ta compo idéale pour les prochains matchs et pour l'OL d'une manière plus générale, quelle serait ta compo idéale pour l'OL? Si on prend le prochain match contre Dijon, par exemple, moi le 4-4-1-1, je suis pas sûr, tu vois, par exemple, contre une équipe qui risque, pas le jeu de Dijon en tête, là, très franchement, pardon, mais disons globalement pour les plus petites équipes du championnat qui ont tendance à jouer un peu plus sur la défensive, je suis pas certain que le 4-4-1-1 soit le top pour jouer ces équipes-là qui nous posent beaucoup de problèmes offensivement. Je serais plutôt partisan d'un surnombre offensif, donc d'un autre schéma de jeu qui serait plus, pourquoi pas justement, on disait tout à l'heure, un 4-4-2, ou voire un 4-3-3, mais enfin quelque chose un peu plus de présence devant. On sait qu'on a beaucoup de mal contre ces défenses regroupées. Memphis tout seul, ou voire même Dembélé tout seul devant, là, contre un adversaire comme ça qui est très replié derrière, je suis pas sûr du résultat, quoi. J'ai un peu peur de la mauvaise surprise. Donc moi, ce que j'attends aussi d'un staff, c'est qu'il s'adapte aussi un peu à ce qu'il y a devant, quoi, à ce qu'il y a en face, quoi. Donc pas avoir un seul dispositif, mais être capable de varier aussi pour perturber un petit peu l'adversaire. Et puis ça crée aussi une certaine polyvalence, quoi, je pense, chez les joueurs. Donc être capable de jouer en 4-4-2 quand l'adversaire est plus à même d'être embêté par ce système-là, ou en 4-4-1-1 quand l'adversaire idem, quand ça peut poser problème à un adversaire qui est peut-être un peu plus offensif et qu'on a besoin d'un peu plus de monde au milieu et derrière. Voilà, je pense qu'il faut s'adapter aux adversaires. Pour le prochain match de Dijon, je suis pas chaud bouillant pour le 4-4-1-1, très franchement. J'aimerais avoir un peu plus de présence devant, quoi. Eh bien, merci Alain, merci Baptiste, merci Artus pour cette émission, c'était un plaisir. Merci. Merci à toi. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission du Social Gone Show. En attendant, l'actualité Social Gone continue sur le site socialgone.com, sur notre compte Twitter Social Gone et sur notre page Facebook Social Gone. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur la vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas également à la partager sur les réseaux. Merci beaucoup et à bientôt. Bye. Salut Alain, salut Baptiste, salut Artus.